tout recommencer. Donc, je vous remercie, je vous disais merci de vous être inscrit à ce webinaire sur les procédures collectives. Je suis Maya Van de Velde, journaliste spécialisée en droit des affaires aux éditions Francis Lefebvre. C'est moi qui vais animer ce webinaire que j'ai co-préparé avec ma collègue Claire Ribreau, qui est aussi journaliste spécialisée en droit des affaires et qui va intervenir, qui est férue de procédures collectives et qui va intervenir dans le chat pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous voudrez. Elle va faire son possible pour y répondre au fil de l'eau et en direct. Et quand ce sera trop compliqué ou trop long, on gardera les questions et on y répondra après le webinaire, soit dans le bulletin rapide de droit des affaires des éditions Francis Lefebvre qu'on vous enverra à ce moment-là gratuitement, soit sur le site des EFL, dans la quotidienne, et on vous informera de toute manière par mail après de la manière dont on vous communiquera ces informations. Donc voilà, donc moi, mon propos aujourd'hui, mon but, c'est pas de vous faire un cours de droit des procédures collectives, c'est de vous fournir des repères pour vous y retrouver entre les différents dispositifs de traitement des entreprises en difficulté et de vous familiariser avec le vocabulaire parfois un peu compliqué et un peu ésotérique des procédures collectives. On sait qu'avec la crise sanitaire, il va sans doute y avoir beaucoup de faillites. Et donc, il faut savoir qu'il y a des moyens de les prévenir, de les anticiper, et qu'il y a aussi des moyens de traiter les difficultés plus graves des entreprises. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Donc, en gros, il y a deux types de procédures. Il y a des mesures et deux mesures de traitement. Il y a des mesures de prévention qui sont faites pour anticiper en quelque sorte la survenue de difficultés plus graves et essayer de prévenir l'ouverture d'une procédure collective. On appelle ça les procédures amiables. Et il y a des procédures collectives proprement dites, qui donc, elles, sont là pour faire face à des difficultés plus graves, et qui sont de vraies procédures judiciaires ouvertes par un tribunal et qui se déroulent sous le contrôle d'un tribunal. Ces procédures-là, elles fournissent un cadre protégé pour organiser la survie ou la liquidation, quand malheureusement la survie est impossible, des entreprises en difficulté, c'est les procédures collectives. Le critère clé pour décider si on relève d'une mesure de prévention ou d'une procédure collective, c'est la cessation des paiements. Donc, j'y reviens dans 2 secondes, mais avant ça, je voudrais juste préciser que cette dichotomie très claire, elle est un peu troublée par le fait que la mesure de sauvegarde classique, elle peut être ouverte, c'est une vraie procédure collective, mais elle peut être ouverte sans cessation des paiements et donc elle relève aussi des mesures de prévention. Donc, la cessation des paiements, qu'est-ce que c'est? D'après le Code de commerce, c'est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Donc, le passif exigible, celui qu'il faut prendre en compte pour savoir si on est en cessation des paiements, c'est les dettes qu'on doit payer tout de suite. Si on a un moratoire, des délais de paiement, on n'est pas en cessation des paiements. Les dettes ne sont pas prises en compte. C'est pareil, si les dettes sont contestées, on ne doit pas les inclure dans le passif exigible. L'actif disponible, quant à lui, c'est celui que l'entreprise peut utiliser pour payer ses dettes tout de suite. Donc la trésorerie, les encours bancaires, des couverts, lignes de mobilisation d'AI, aussi les effets de commerce. Par contre, pas les biens meubles ou immeubles que même si l'entreprise les a déjà mis en vente, même si on peut imaginer les vendre à moyen terme, ça ne rentre pas dans l'actif disponible. Ne rentre pas non plus dans l'actif disponible les bons de commande. C'est vraiment l'actif dont dispose la société. Donc, une information très importante, le chef d'entreprise doit impérativement déclarer la cessation de paiement dans les 45 jours, sauf s'il a demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Donc, ça, c'est très important. Si le chef d'entreprise ne déclare pas la cessation des paiements dans les 45 jours, il encourt des sanctions. Donc, il ne faut pas attendre. Et là, on constate, par exemple, en ce moment, qu'il y a une espèce de suspension une espèce de sidération un peu. Il y a peu de mesures de prévention qui sont demandées, peu de dépôts de bilan. Sans doute parce qu'il y a eu des aides gouvernementales, etc. Il ne faut pas attendre le dernier moment, en fait. Il faut vraiment se rapprocher du tribunal de commerce dès que possible.
Donc, comment savoir si on est en cessation des paiements? Évidemment, quand l'entreprise a un expert comptable, c'est l'interlocuteur privilégié, lui, il sait. Si l'entreprise n'a pas d'expert comptable, elle peut trouver sur Internet pas mal d'outils d'autodiagnostic qui permettent de se faire une idée quand même de la situation de l'entreprise. Alors, il y a Infogreffe qui en fournit, les greffes des tribunaux de commerce, les centres de prévention et d'information, par exemple. Celui d'Infogreffe, c'est un formulaire comme ça avec des cases oui, non à cocher. Donc des questions, il y a toute une série de questions. Votre résultat net est-il négatif? Subissez-vous des retards ou des incidents de paiement réguliers de la part de vos clients? Votre banquier refuse-t-il de payer les chèques? Vous est-il arrivé de ne pas régler des créances fiscales? Et alors à la fin, il y a une interprétation des réponses. C'est un test en fait. Entre 7 et 11 réponses positives, vous pressentez des difficultés plus importantes à venir. Entre 12 et 16 réponses positives, vous rencontrez des difficultés avérées. Bon, voilà, donc ça, on peut le trouver sur les sites Internet. Il y a aussi la possibilité de solliciter un rendez-vous auprès des centres de prévention et d'information. Alors là, on peut rencontrer des trios d'experts, experts comptables, avocats, anciens juges consulaires, qui peuvent aussi vous aider à vous faire une idée de la situation. Tant que l'entreprise n'est pas en état de cessation de paiement, des paiements, elle peut essayer d'éviter de l'être, et donc là, elle peut, bon, évidemment, c'est du bon sens, demander l'échelonnement des impôts et des cotisations sociales. Elle peut essayer de solliciter une aide publique. En ce moment, il y a beaucoup d'aides. Il y a des listes très bien faites sur les sites économie.gouv.fr ou du gouvernement. Elle peut aussi, si ces difficultés viennent de ses encours bancaires ou de ses relations avec son banquier, solliciter le médiateur du crédit. Si rien de tout ça ne fonctionne, elle peut demander l'ouverture d'une véritable procédure amiable. Alors, quel genre de difficultés peuvent pousser une entreprise à demander l'ouverture d'une procédure amiable et surtout justifier l'ouverture d'une procédure amiable? Alors, il y a évidemment les difficultés financières pures et dures, trésorerie, etc. Mais il y a aussi des difficultés juridiques, la perte d'un contrat important ou des difficultés d'approvisionnement. Là, pendant le confinement, évidemment, ces difficultés-là ont été au premier plan. Donc, il ne faut pas hésiter à saisir le président du tribunal de commerce, même s'il ne s'agit pas de difficultés strictement financières, en tout cas dans un premier temps. Donc, auprès du président du tribunal, on peut demander deux types de procédures amiables. Il y a deux outils principaux, en tout cas, que sont le mandat ad hoc et la conciliation. Elles présentent quelques différences que je vais rapidement évoquer après, mais elles présentent surtout beaucoup de points communs. Elles sont confidentielles. En fait, ça permet d'obtenir la désignation d'un tiers, donc un mandataire ou un conciliateur, qui va venir aider l'entreprise à négocier avec ses principaux créanciers des délais de paiement. Et donc, tout ça, ça se déroule dans un cadre confidentiel. Donc, ça permet de ne pas alerter les autres partenaires de l'entreprise qui ne sont pas concernés par ces difficultés, parce que évidemment, la banque souvent sera à la table des négociations, donc elle sera informée. Mais en tout cas, les fournisseurs ou les partenaires qui ne sont pas au courant des difficultés ne le seront pas. C'est tout à fait confidentiel. Ce sont des mesures sur mesure, en ce sens qu'elles peuvent être très légères, durer très peu de temps, ne concerner que un ou deux créanciers. C'est pas des grosses procédures. Elles sont rapides. Elles dépendent exclusivement du chef d'entreprise, personne ne peut les lui imposer, et elles ne dépossèdent pas le chef d'entreprise de sa gestion. Le dirigeant reste à la tête de son entreprise, c'est lui qui continue à mener la barque. Simplement, il bénéficie de l'aide d'un tiers qui permet souvent de désenquister les situations et donc de négocier plus efficacement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes mesures, d'autant plus que comme on a commencé avec un peu de retard, je vais accélérer, mais en gros, les deux mesures sont assez similaires. Les différences principales, c'est que la conciliation est un peu plus structurée, qu'elle suspend l'obligation pour le chef d'entreprise de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance. Mais attention, il ne fallait quand même pas qu'il soit en état de cessation des paiements. Ça reste quand même une mesure de prévention. Que pendant la durée de la conciliation, les créanciers ne peuvent pas
demander l'ouverture d'une procédure collective. Donc, ça gèle un peu les choses quand même s'il n'y a pas de suspension des poursuites. Hein. Ils peuvent agir contre l'entreprise, mais on ne peut pas demander la suspension des poursuites, et qu'il y a une homologation de l'accord. Alors, souvent, ça peut se succéder. On peut commencer par un mandat ad hoc, finir par une conciliation, parce qu'il y a une forme de graduation, mais ce n'est pas évident, surtout parce que la conciliation est limitée dans le temps, donc s'il y a besoin d'un peu plus de temps, on peut les faire se succéder. Pour obtenir la désignation d'un mandataire ou d'un conciliateur, il faut déposer une requête ou remettre une requête au président du tribunal. Il y a des imprimés disponibles sur les sites alors sur Infogreffe ou sur le site des tribunaux de commerce. Donc c'est simple, il y a des pièces à fournir qui sont indiquées. Évidemment, ce sont des mesures qui ont un coût, puisqu'il faut rémunérer le mandataire ou le conciliateur. Et ce n'est pas un coût négligeable. On ne peut pas donner de tarif parce que ce n'est pas tarifé, et parce que surtout ça varie suivant la taille de l'entreprise et la localisation, mais on a tout de même pu arriver à la conclusion que le coût n'était pas rédhibitoire et que c'était quand même des mesures qu'il fallait envisager, qu'on pouvait envisager assez sérieusement pour prévenir des difficultés plus graves. Alors, il y a une autre sécurité aussi qui permet un peu de limiter, en tout cas, de se rassurer sur cette question du coût, c'est qu'on peut, dans la requête, demander la désignation d'un mandataire désigné ou d'un conciliateur, et qu'on peut préciser dans la requête, enfin, dans une pièce qui accompagne la requête, le montant des honoraires qu'on a négocié avec lui en amont, et le montant maximum du coût de la mesure qui sera repris dans l'ordonnance de désignation. Donc, il y a quand même un garde-fou, on sait dans quoi on s'engage. Et enfin, je le mentionne parce que ça peut être intéressant, même si je ne suis pas sûre que ce soit très développé pour l'instant. Il y a des assurances qui existent et qui doivent évidemment être souscrites en amont, hein, et qui permettent de prendre en charge ces différentes mesures. Donc si malheureusement il est trop tard pour mettre en place une mesure de prévention, ou si elles ont échoué, et ben là on va rentrer dans une véritable procédure collective. Alors, à ce détail près que la sauvegarde, elle, classique, peut être mise en place en absence de cessation des paiements et que ça reste une mesure de prévention. Et à ce moment-là, on la choisira sans doute quand on a besoin d'opérer une vraie restructuration de l'entreprise, plutôt que de régler quelques difficultés avec les créanciers. Sinon, s'il y a la cessation des paiements, là, on va parler de redressement judiciaire. Et si ce redressement est impossible, on parlera de liquidation judiciaire. Donc, c'est les trois procédures collectives qui existent, la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire. Ces procédures, elles ont là encore des points communs. Elles sont judiciaires, donc je l'ai dit tout à l'heure. Elles sont ouvertes par un tribunal et elles se déroulent sous l'égide de ce tribunal et d'un juge, qui est le juge commissaire, qui a un rôle très important, qui suit la procédure tout au long de son déroulement, qui va, par exemple, statuer sur les créances, les admettre ou les rejeter, celles qui auront été déclarées par les créanciers de l'entreprise, et qui va ordonner la cession d'éléments d'actifs. Elles sont collectives, elles impliquent l'entreprise, mais aussi ses créanciers. Elles sont graduées en fonction de la gravité des difficultés. On va ouvrir l'une ou l'autre, voire les faire se succéder. En fonction de la gravité, toujours, elles sont des difficultés et d'autres éléments, elles sont plus ou moins intrusives dans la gestion de l'entreprise, et elles sont contraignantes pour les créanciers de l'entreprise, dont elles limitent les droits, et c'est ce qui en fait un cadre aussi protecteur pour l'entreprise, évidemment. Donc, c'est au premier rang le chef d'entreprise qui va demander l'ouverture de ces procédures en déclarant la cessation des paiements, ce qu'on appelle communément le dépôt de bilan. Déclarer la cessation des paiements, c'est simple. Il y a des formulaires qu'on peut trouver sur Internet, toujours sur Infogreffe ou sur les sites des tribunaux de commerce. Le chef d'entreprise, c'est gratuit, n'a qu'à le déposer auprès du tribunal ou de commerce ou judiciaire si ne relève pas du tribunal de commerce.
Donc, pour la sauvegarde, il n'y a même que le chef d'entreprise qui peut demander l'ouverture d'une procédure collective. Pour les autres procédures, les créanciers peuvent aussi assigner l'entreprise en demandant l'ouverture d'une procédure collective, et le ministère public peut également demander l'ouverture d'une procédure collective. Alors, si l'entreprise est en conciliation, je l'ai dit tout à l'heure, les créanciers ne peuvent pas saisir le tribunal. Et alors, très important, le tribunal, lui, ne peut pas ouvrir de sa propre initiative une procédure collective, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque en pratique. Alors, il faut de toute façon quand même pas négliger de déclarer la cessation des paiements, mais on ne prend pas de risque en s'approchant du tribunal de commerce de cet ordre-là. Il ne peut pas dire, ah ben, je vais ouvrir. Donc, une fois que le tribunal a ouvert une procédure collective, il y a de très nombreux interlocuteurs qui vont rentrer dans la danse, qui vont devenir qui vont avoir une action dans l'entreprise. Donc, il y a le tribunal, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir, de commerce ou judiciaire. Il y a le juge commissaire, dont j'ai également déjà parlé. L'administrateur judiciaire, qui lui va être aux côtés du débiteur avec des missions variables suivant ce que le tribunal aura décidé, et qui va donc avoir un rôle modulable dans la gestion et l'administration de l'entreprise, la poursuite des contrats de l'entreprise, etc. Il y a le mandataire judiciaire qui, lui, vérifie les créances déclarées par les créanciers et représente l'intérêt collectif des créanciers. Et puis, quand on est en liquidation judiciaire, il y a le liquidateur judiciaire qui a les deux casquettes du précédent, c'est-à-dire il est à la fois un peu l'administrateur et le mandataire judiciaire au stade de la liquidation. L'ouverture de la procédure, ça va entraîner le début d'une période qu'on appelle la période d'observation. C'est un cadre protégé dans lequel l'entreprise va désormais exister. Cette période d'observation, elle va être marquée par une modification plus ou moins importante des pouvoirs des uns et des autres dans l'entreprise et de son activité. Donc, je vais les détailler les uns après les autres. Donc, d'abord, le chef d'entreprise, le dirigeant, qu'est-ce qu'il devient? Notamment, par exemple, est-ce qu'il est en procédure collective? Non, c'est pas parce qu'on ouvre une procédure collective à l'encontre de la société qu'automatiquement son dirigeant est lui-même en faillite. C'est pas le cas, sauf dans certains cas où il y a une anomalie en général à la base, comme une confusion des patrimoines, mais sinon, par principe, non. Il va conserver aussi par principe sa rémunération. Alors là aussi, il peut y avoir des exceptions, les associés peuvent décider le contraire, mais en principe, il garde sa rémunération en sauvegarde et en redressement judiciaire. En liquidation judiciaire, elle est fixée par le juge commissaire, mais il faut savoir qu'il ne peut pas la diminuer si c'est un contrat de travail. Donc le dirigeant est quand même protégé. En ce qui concerne l'activité, elle est poursuivie en cas de sauvegarde et de redressement. Alors, pareil, toujours dans un cadre protégé. C'est plus le même cadre, mais enfin, on poursuit l'activité quand même. L'idée, c'est d'organiser la survie de la société. Donc, il faut évidemment bien continuer à fonctionner. Alors, sauf si le tribunal décide le contraire, mais en principe, elle est maintenue. En liquidation, c'est l'inverse, on s'en doute. Elle est arrêtée, sauf si le tribunal décide le contraire. Et ça peut arriver, par exemple, quand il veut céder, enfin, quand on envisage une cession d'entreprise, on garde l'activité pour pouvoir la céder en état de fonctionner. Les contrats, par principe, là encore, ils continuent, ils ne sont pas résolus de plein droit, même si une clause le prévoit, c'est-à-dire même si vos partenaires ont mis en cas de procédure collective le contrat sera résolu, ça ne fonctionne pas, les contrats continuent. L'administrateur judiciaire et le chef d'entreprise, l'un et l'autre, suivant les pouvoirs fixés par le tribunal, la mission de l'administrateur fixée par le tribunal, peut décider de continuer donc le contrat ou d'y mettre fin. Le concontractant, en revanche, est quant à lui beaucoup moins libre de faire ce qui lui plaît, et notamment, il doit continuer à exécuter ses obligations, même si
le débiteur lui-même n'a pas exécuté les siennes avant le dépôt de bilan. Et donc, par exemple, un bailleur ne peut pas dire à l'entreprise qui vient de faire l'objet d'une procédure collective, vous ne m'avez pas payé mes loyers avant, je mets fin au bail, ce n'est pas possible. En fait, il faut continuer le contrat. Les contrats de travail, c'est le même principe. Et à certaines conditions, les salaires peuvent être pris en charge par l'AGS pendant une procédure collective. Le chef d'entreprise ou l'administrateur ne doit pas payer les créances antérieures à l'ouverture de redressement ou de la liquidation, ou alors s'ils sont postérieurs, qui ne sont pas utiles à la procédure. Ça, c'est une règle très importante, sauf pour les créances alimentaires, évidemment. Et corrélativement, les créanciers ne peuvent plus agir en paiement contre l'entreprise. Il y a un gel des poursuites, on appelle ça la suspension des poursuites, et l'entreprise est protégée des poursuites de ses créanciers pour ce qui concerne les dettes antérieures ou les dettes postérieures qui ne sont pas utiles à la procédure. Donc on le voit, l'entreprise est quand même protégée et peut essayer de réorganiser, d'organiser sa survie dans un cadre apaisé. Donc, le chef d'entreprise, le dirigeant, dans tout ça, il ne perd pas tout pouvoir de gestion, et ça dépend de la mission assignée à l'administrateur judiciaire par le tribunal au moment de l'ouverture ou ultérieurement. Donc ça peut être une simple mission de surveillance, et à ce moment-là, le chef d'entreprise reste entièrement à la tête de son entreprise et de ses décisions surtout. Ça peut être une mission d'assistance. Dans ce cas-là, il va y avoir une espèce de co-administration. Les actes devront être passés conjointement. Par exemple, une double signature sur le fonctionnement d'un compte bancaire. Et dans les cas les plus graves, l'administrateur assumera seul la gestion de l'entreprise. En liquidation judiciaire, là, en revanche, l'administrateur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens de manière généralisée, sauf en ce qui concerne l'exercice de ses droits propres et des actions qui sont attachées à sa personne. Évidemment, s'il veut divorcer, ce n'est pas le liquidateur qui va le demander. Donc, voilà, les procédures collectives, une fois que la période d'observation se termine, elles peuvent déboucher sur plusieurs solutions. Donc, dans le meilleur des cas, on mettra en place un plan de sauvegarde de redressement qui va comprendre, par exemple, un étalement des dettes, des remises sur plusieurs années. Et donc, pendant toutes ces années, l'entreprise, tant qu'elle respectera le plan, va pouvoir continuer à fonctionner normalement. Et en cas de plan de sauvegarde, ce plan bénéficie même aux cautions. Donc, ça, c'est l'issue heureuse. Et en cas de liquidation judiciaire, malheureusement, si le redressement de l'entreprise est impossible, on va devoir prononcer la liquidation judiciaire. Donc là, on va organiser la vente des biens de l'entreprise. Le prix de cession va être réparti entre les créanciers. Et la procédure sera clôturée. Alors, soit de deux choses l'une, il y a assez d'argent pour payer tous les créanciers. Dans ce cas-là, on va clôturer la procédure pour extinction du passif. Soit malheureusement, on n'a pas pu payer tous les créanciers. Et donc là, on va les payer dans un ordre qui est fixé par la loi et qui est fonction de la date de leur créance ou des éventuelles sûretés qu'ils auront souscrit. Et dans ce cas-là, on la clôturera pour insuffisance d'actifs. Voilà, en gros, ce que le droit français offre comme dispositif de traitement des difficultés des entreprises, prise très en amont, le mandat ad hoc, la conciliation, et puis ensuite, si tout ça ne fonctionne pas, malheureusement, les procédures collectives, donc la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Donc, j'en ai terminé, j'étais un peu vite, mais on a eu ce problème technique, donc je suis désolée. J'en ai terminé avec le webinaire. C'est un droit un peu compliqué, mais qui peut
mais qu'on peut néanmoins appréhender. Si vous souhaitez en savoir plus là-dessus, vous pouvez vous procurer le dossier pratique entreprise en difficulté qu'on a publié il n'y a pas longtemps, qui est à jour de tous les derniers développements et qui est très complet. On peut aussi souscrire à des essais gratuits sur INEO. Alors, on a mis à votre disposition des codes qui sont sur la présentation et qui, je pense, vous seront renvoyés par mail. Donc, il y a INEO Entreprise ou INEO Cabinet Comptable. Et puis, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on répondra à vos questions, en tout cas à toutes celles auxquelles Claire n'aura pas déjà répondu plus tard, soit dans le bulletin rapide droit des affaires, soit sur le site de la quotidienne. Je vous remercie et puis à très bientôt.